Vicky, bonjour et bienvenue dans ce premier sommet Entrepreneur hors des normes. Bonjour, bonjour Anne-Valérie. Je suis très heureuse que tu aies accepté de venir nous partager ta perspective, ton expérience sur ce thème qui est un thème brûlant pour beaucoup des entrepreneurs qui nous regardent, ce thème du syndrome de l'imposteur. Et comment oser briller, j'ai envie de dire pas malgré lui, mais avec lui. Et je sais que tu as une grande expertise là-dessus. Donc, on va aller sur ce chemin-là ensemble. Mais avant, je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, tu es l'auteur, j'ai envie de commencer par ça, de plusieurs best-sellers, dont le fameux J'arrête de râler, qui a plus de 300 000 exemplaires, je crois maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Magnifique. Puis un deuxième ouvrage, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Tu es coach certifié, conférencière, plein de casquettes et j'ai envie de parler de ta passion qui est de créer des programmes impactants, des magnifiques programmes pour permettre aux femmes de prendre le pouvoir sur leur vie et d'oser rayonner. On est en plein dans notre sujet. Donc, je suis ravie déjà, enthousiaste de ce que tu vas pouvoir nous partager. Tu accompagnes donc les femmes à révéler leurs talents, à oser croire que leurs désirs sont importants, et ça c'est tellement important d'aider les femmes à ça, pour qu'elles aillent se réaliser, s'accomplir, et la fin est importante sans se sacrifier. Les femmes sont tellement douées à se sacrifier sur ce chemin-là. Alors, je crois, Christine, qu'avant d'en arriver là, dans cette expression de cette mission, ça a été tout un chemin pour toi. Et Oui, est-ce qu'on peut commencer par là peut-être? Est-ce que tu veux nous en parler? oui, je parle du sujet du syndrome de l'imposteur parce que j'ai été très concernée par le sujet. Une des premières choses que j'ai dit à cet homme qui est mon mari aujourd'hui depuis maintenant de nombreuses années, mais quand on était tout jeune et qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu sais, moi, je suis pas très intelligente. Et je lui ai dit ça parce que moi, j'ai jamais été très intéressée par l'histoire, la culture générale. J'ai d'autres centres d'intérêt, mais mémoriser toutes ces choses-là, ça a jamais été vraiment ce qui m'intéresse. Et donc, comme j'avais pas tout ce bagage de culture générale à étaler en société, ben, j'avais associé ça avec cette idée de je suis pas très intelligente. C'est vrai que quand on pense à quelqu'un, donc aujourd'hui j'ai développé toute une méthode et notamment avec les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier principe, c'est j'ose être brillante. Et la raison, c'est volontaire que ça s'appelle comme ça parce que j'ai dû oser être brillante. Et dans ma tête, quelqu'un qui était brillante, c'était quelqu'un qui avait plein de diplômes, qui avait reçu des prix, ou justement quelqu'un qui a énormément de culture générale, qui est incollable sur tous les sujets de société. Enfin voilà. Et donc, j'avais associé la brillance avec cette intelligence et cette accumulation de connaissances. Et moi, je me considérais pas intelligente quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée. Je devais bachoter pendant des heures et des heures. Après, j'oubliais tout. Et j'avais compris que pour avoir une note à peu près potable, il fallait finalement sortir quelques dates ou quelques noms ou mémoriser quelques citations et que si je sortais ça, je pouvais m'assurer un 12. Donc, j'avais trouvé des solutions pour avoir 12, ce qui n'était pas trop mal. Finalement, c'était souvent parfois meilleur que pas mal d'élèves de ma classe, mais j'étais quand même bien derrière les premiers de classe. Et voilà, j'associais cette idée que je n'étais pas intelligente. Après, quand j'ai fini les études, j'avais des dîners à Paris, vous savez, les dîners avec les copains. Et pendant les dîners en France, on aime beaucoup débattre sur la société, justement, et avoir des débats d'idées. Et moi, c'était le moment où je me sentais très mal à l'aise parce que j'avais très, très peur de dire une bêtise. La pire des choses qui aurait pu m'arriver, c'était que je dise quelque chose et qu'on me dise, mais Christine, t'as rien compris, mais Christine, ton point de vue est beaucoup trop léger, mais Christine, tu as omis telle ou telle chose, mais Christine, je me disais toujours, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque. Et donc, dans ce qui me manque, je ne peux pas prendre ma parole. Je ne peux pas prendre ma place dans cette conversation parce que c'est trop dangereux. Il y a forcément quelque chose qui manque et donc je vais me faire lyncher. Et donc, dans ces repas de ces dîners avec les amis, le moment de ce fameux débat d'idées, en général, c'était à la fin du repas et c'était là où je devenais la formidable invitée qui aidait la maîtresse de maison à te débarrasser. Parce que comme ça, comme ça, je pouvais éviter la conversation et le fait de pouvoir me faire piéger. Donc voilà, j'avais vraiment cette idée que j'étais pas intelligente, que mes idées étaient forcément trop légères, qu'elles avaient forcément pas de valeur. Et mon chemin de vie fait que donc j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. Ensuite, je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai découvert le coaching. J'ai décidé de me lancer en tant que coach. Je fais la version courte un petit peu de cette histoire-là. Et j'ai lancé mon activité de coaching aux États-Unis, complètement en anglais, avec des clients en anglais et tout ça aux États-Unis. Et dans cette aventure, un jour, j'ai décidé d'arrêter de râler.
J'ai décidé d'arrêter de râler parce que, bon, je raconte pas tout le détail de ça, c'est tout un autre sujet dont on pourra parler, mais j'ai réalisé que je râlais trop dans ma vie, je réalisais je me suis dit un jour, Christine, tu vas mourir, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à râler sur ta vie, à résister ta vie, et j'avais envie que ça change, j'avais envie de profiter de ma vie, j'avais envie de profiter de mes enfants, même si la maison est en bazar, même si le frigo est vide, même si c'est compliqué de les amener à l'école à l'heure, j'avais envie de profiter de ma vie, et donc j'ai mis un bracelet à mon poignet, j'ai décidé d'arrêter de râler. À chaque fois enfin, l'objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Et à chaque fois que je râlais, il fallait changer le bracelet de poignet, remettre les compteurs à zéro. Donc l'objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Et j'ai documenté mon aventure sur un blog, j'arrête de râler.com, qui existe encore. Et j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours pour raconter ce qui se passait. J'ai mis 4 mois à faire 21 jours sans râler. Et j'ai enregistré des vidéos. Tout ça pour dire que mon blog est parti en viral sur les réseaux sociaux, à ma grande surprise. Et donc, j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus regarder mes vidéos et j'ai eu une proposition pour écrire un livre. Donc, j'ai eu cette possibilité, notamment par le biais de Anne Guéquier, qui aujourd'hui gère enfin, a créé le podcast Métamorphose, qui est venue vers moi, qui m'a interviewée à l'époque pour son média Féminin Bio et qui ensuite m'a mis en contact avec Erol pour écrire un livre. Et donc, j'ai signé un contrat d'édition. Et là, je me suis retrouvée avec un groupe. Alors, c'est formidable, hein, signer un contrat d'édition, on boit du champagne, on est hyper fiers, c'est la classe, quoi. C'est la classe d'écrire un livre. Sauf qu'après, je me suis retrouvée avec un énorme problème, c'est que ce fameux livre, il fallait l'écrire. D'accord? Après tout le glamour d'avoir signé un contrat, et ben là, je me suis retrouvée avec tous mes démons en face de moi, et cette voix rabat-joie qui me disait, mais Christine, c'est n'importe quoi. Tu vas écrire un livre. Alors déjà, tu vas écrire 200 pages sur J'arrête de râler, mais tout le monde s'en fout, ma chérie, tout le monde s'en fout. Et puis ensuite, qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre? Qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre? Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, mieux que toi. Moi, j'étais coach déjà, donc je lisais plein de livres de développement personnel. J'avais été passionnée, j'en avais lu des tonnes. Et donc, je me disais, mais Christine, mais toi, tu n'es absolument pas à la hauteur pour écrire un livre de développement personnel. Qui es-tu? Laisse tomber. En gros, c'était laisse tomber, ça va pas marcher. Et donc, à un moment donné, j'ai vraiment dû euh, choisir une différente voie parce que j'étais vraiment sur la voie de l'impasse, sur la voie de l'abandon et vraiment de passer à côté de cette opportunité incroyable qui était d'écrire un livre. Et j'ai dû faire ce choix de dire, je vais oser être brillante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire oser être brillante? Ça veut dire, je vais oser partager avec le monde ce que je porte en moi. On pense souvent que être brillant, c'est avoir des diplômes, je l'ai déjà dit, c'est avoir des prix, c'est avoir beaucoup de choses à étaler en société. Et en fait, moi, je pense que être brillant, ça ne veut pas dire impressionner les gens à l'extérieur de nous ou obtenir une reconnaissance extérieure. Être brillant, ça veut dire je vais exprimer la lumière qui est à l'intérieur de moi. D'accord? Je porte en moi de la lumière. Et finalement, je suis bien plus que mes CV. Oui, j'ai pas fait une école qui me permet, qui me prépare à écrire un livre. Oui, je n'ai pas les diplômes. Je peux essayer de trouver toutes les raisons extérieures qui pourraient me justifier le fait que je devrais laisser tomber, que je suis pas légitime et que voilà, j'ai pas le droit, syndrome de l'imposteur. Et en même temps, à un moment donné, j'ai fait ce choix de dire, mais pourtant, moi, je sens que j'ai quelque chose en moi que j'ai à partager. J'ai vécu ces 4 mois pour arrêter de râler. J'ai mis 4 mois à faire 21 jours sans râler. Et j'ai appris énormément de choses en faisant ça. Et en fait, je sens que j'ai des choses à raconter. Et donc, je vais créer un espace où je vais écrire ce livre. Et mon job, il est pas, je me souviens très bien, je me disais, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Tu vas te faire lyncher par les médias, tu vas te faire lyncher par tes pairs. Et je me suis dit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, je mette sur le papier ce que je porte en moi. Et quand je fais ça, je ne peux pas me tromper. Alors quand je dis je ne peux pas me tromper, ça ne veut pas dire que ça, c'est garanti que ça va marcher. Mais ça veut dire que quand je fais ça, je suis sur le chemin de ma vie. Je suis en train de vivre ma légende personnelle. Je suis en train d'exprimer ce que je porte en moi. D'accord? Mm. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un programme d'accompagnement, un mastermind qui s'appelle C'est parti, j'écris mon livre et j'accompagne les personnes à écrire leur livre. Et ce que je leur dis, c'est ça que je leur dis. Je leur dis, l'important, c'est pas de t'inquiéter de ce que les autres vont en penser. L'important, c'est que ton livre soit le reflet le plus proche de ce que tu portes en toi. Et c'est ça pour moi, oser être brillant. Donc aujourd'hui, je suis aussi entrepreneur, hein, que votre business vous ressemble, que votre livre vous ressemble, que votre page de vente vous ressemble, que votre accompagnement vous ressemble, que la retraite que vous organisez vous ressemble, que ce soit à votre image. Et ce que je remarque, c'est très souvent, on a tellement peur de ce que les autres vont penser de nous
Mm. qu'on met notre attention à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Donc, on va être dans cette conformité, on va être dans ce côté, je vais essayer d'être pro, je vais essayer d'être à la hauteur de ce à quoi doit ressembler un coach, ou je vais essayer d'être à la hauteur de ce à quoi je pense doit ressembler un thérapeute, ou je vais chercher à être à la hauteur de ce à quoi je pense doit ressembler un consultant, quel que soit le métier des personnes qui nous écoutent. Et moi, je leur dis, la question, c'est pas ça. Leur question, c'est est-ce que vous êtes à la hauteur de ce que vous portez en vous? Et beaucoup de personnes, peut-être que les entrepreneurs atypiques qui nous écoutent, peut-être que vous avez quitté votre boîte, vous avez peut-être commencé votre carrière dans une entreprise, d'accord? Et vous avez choisi de quitter la boîte dans laquelle vous étiez parce que vous n'arriviez pas à vous réaliser, parce qu'il y avait trop de frustration, vous vous sentiez limité, il y a toute une part de vous que vous n'arriviez pas à exprimer, des facettes de vous que vous deviez renier dans cette entreprise. Donc, vous avez quitté votre boîte pour monter votre boîte. D'accord? Et ce qui est très important, c'est de faire très attention de ne pas faire l'erreur de vous enfermer à nouveau dans la boîte que vous créez. Parce que là, dans la boîte que vous créez, vous avez tout le pouvoir de lui donner la forme. Ça peut être une fleur et pas une boîte. D'accord? Et donc d'être vigilant, de se dire à quel moment, parce que je me mets la pression d'être conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi et parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur et parce que j'ai peur de ne pas y arriver ou quoi que ce soit, je m'enferme en fait à nouveau pour me rassurer, soi-disant, euh, dans une boîte qui n'est pas la mienne. Et en fait, quand on fait ça, l'erreur, quand on fait ça, c'est qu'on se dilue, c'est qu'on se perd. Hein. Peut-être que les personnes qui nous écoutent, vous allez vous reconnaître, vous êtes en train de créer votre site internet et vous cherchez à ce que votre site vous ressemble, et puis en même temps, vous avez toujours l'impression que c'est pas assez bien, et donc vous allez regarder les sites internet des autres. Et donc vous regardez les sites internet de la compétition et là vous dites, ah mais elle est tellement bien, ah mais elle est tellement bien. Puis peut-être que vous allez vous inspirer un peu de ça, inspirer un peu de ça pour essayer de ressembler à tous ces gens qui sont super bien, que vous trouvez super bien et que vous avez l'impression que vous êtes moins bien. Et donc, vous cherchez à vous comparer et puis vous cherchez à prendre des choses, à vous inspirer. Et au final, vous avez une page qui est une bribe de tout ce que les autres sont, mais qui n'est pas vous. D'accord? Et donc, vous perdez votre zeste, vous perdez votre essence, vous perdez votre alignement. Et donc, voilà, oser être brillante, c'est réaliser que c'est une inversion de votre attention. Plutôt que de mettre votre attention à l'extérieur de vous sur la peur de ce que les autres vont en penser, vous mettez votre attention à l'intérieur de vous et vous vous dites, mais qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte au fond de moi? Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer à travers moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Hein, souvent dans l'entrepreneuriat, on peut aussi, comme on a peur de ne pas gagner assez d'argent, on se met un peu la pression par rapport à ça, on se dit qu'est-ce que je peux vendre? Ou qu'est-ce que je devrais vendre? Ou qu'est-ce que je peux vendre? Plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que je veux vendre? Et quand on se pose la question de qu'est-ce que je veux vendre, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive dans le champ? C'est la créativité. Quand on se pose la question de qu'est-ce que je veux, et ben du coup, on se met à créer. On n'est plus dans la conformité, on est dans la création et dans cette communion de j'ai ce métier, j'ai ces outils, j'ai ces compétences, j'ai ce que je porte en moi, mes envies, ma brillance, mes forces. Il y a ce dont le monde a besoin, le fameux ikigai hein, qu'on connaît probablement, il y a ce dont le monde a besoin. Et donc, je vais chercher à créer une rencontre entre mes compétences, une rencontre entre mes diplômes, une rencontre entre mes désirs, mes envies, mes talents, mes centres d'intérêt, et une rencontre avec le monde, avec la société. De quoi le monde a besoin, pourquoi les gens seront prêts à me payer. Et là, on est dans une énergie créatrice. Et c'est là où on arrive à créer des services et à créer des offres qui sont irrésistibles. Déjà parce qu'elles nous ressemblent tellement, et en plus parce qu'elles sont en communion avec, je ne sais pas comment exprimer ça. Je crois que les femmes, particulièrement les femmes, en tout cas le féminin, et donc il y a des hommes qui ont leur féminin très développé, mais le féminin, on a cette capacité, et je pense que probablement les femmes qui nous écoutent, qui sont des femmes très sensibles, je pense que tout particulièrement, peut-être que si elles arrivent à le reconnaître, elles vont remarquer qu'elles ont cette force, qui est vraiment une force du féminin. C'est cette capacité à ressentir le pouls de la vie, cette capacité à ressentir la société, à ressentir le pouls de la société et se dire de quoi le monde a besoin aujourd'hui. Et du coup, avec mes talents, avec mes forces, avec mes centres d'intérêt, comment est-ce que je peux positionner mes offres et mes services et ce que je propose pour que ça puisse contribuer à influencer l'avenir de notre humanité.
D'accord? J'adore cette expression de ressentir le pouls de la vie. Je trouve ça Mhm. d'une délicatesse. Merci de nous offrir ça. Et c'est passionnant, Christine. Et du coup, j'ai connecté avec quelque chose tu nous parles du féminin et des femmes et de ce qu'on porte aussi d'éducation, de poids, de lignée, etc. Et il y a quelque chose, je crois, qui joue en lien avec le syndrome de l'imposteur, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on nous apprend toute petite que faut être humble, faut être sage, faut être Mhm. modeste, pas Mhm. trop faire de vagues. Mhm. Et je t'ai entendu dire déjà, Christine, que à force de vouloir être modeste, on devient médiocre. J'aime beaucoup aussi cette expression. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce Oui, que alors cette modestie, je la vois tellement chez beaucoup de femmes. Et c'est pas juste. Il y a quelque chose en lien avec ce que tu dis là, de cette force à exprimer. Donc, si tu connectes modestie et médiocrité, ça pourra peut-être faire des petites secousses chez certaines. oui, le mot médiocre choque souvent un petit peu, mais je trouve que moi, il vient me titiller exactement là où j'ai Hmm, besoin. Donc, voilà. moi, il me fait du bien. C'est un mot qui m'agresse un peu, mais qui me fait aussi beaucoup de bien. Donc, déjà, pour faire le lien entre les deux, euh, je dis souvent le monde va mal parce que les envies des femmes ne sont pas suffisamment en vie. Et aujourd'hui, donc ça fait le lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que on a cette capacité à sentir de quoi le monde a besoin, sentir le pouls de la vie. On a cette capacité à être dans notre intériorité et à apprendre à se connaître et à apprendre à ressentir qui nous sommes. Le problème, c'est qu'on n'ose pas croire que ça a de la valeur. On n'ose pas croire que ce qu'on sait du monde et ce qu'on sait de nous, on n'ose pas faire confiance que ce qu'on sait de nous est vrai. Donc on a une capacité à connecter à notre sagesse intérieure, à notre puissance intérieure, à notre intuition. Mais ce qui se passe, c'est qu'on la remet en question et qu'on la limite et qu'on la ralentit. Alors, soit parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, soit parce qu'on se dit que ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas de croire en soi, ça se fait pas de croire en ses envies, ça se fait pas de voir grand. On se dit, mais ça va déranger. Qui suis-je pour oser prétendre que je peux voir grand? Et puis, si je commence à prendre ma place, si je commence à prendre toute ma place dans mon activité professionnelle, qu'est-ce que les autres vont en penser? Est-ce que ça va déranger? Est-ce que ça va faire des vagues? Et donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup appris de ne pas faire de vagues, de rester à notre place, d'être au service des autres. C'est marrant, j'ai cette petite image qui me vient là tout de suite quand j'étais enfant et qu'il y avait du monde à la maison. Mon job à l'apéro, c'était de faire passer les gâteaux apéritifs. Et Idem. ça voilà. Et ça me vient un petit peu à cette idée de, voilà, je suis au service et voilà, je suis pas là forcément pour complètement participer, mais il y a les autres qui parlent et moi, je vais être au service. Et donc, il y a un peu parfois cette image-là qui est encore là en nous, où on se met un peu au service, on fait des petits actes qui sont sympathiques, hein, qui contribuent. C'est très sympa que je passe les gâteaux apéritifs. Mais on n'ose pas prendre notre place. On n'ose pas dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire, être qui on veut être, parce qu'on valorise énormément cette notion de modestie. Alors, qu'est-ce que c'est que la modestie? La modestie, ça veut dire je ne suis pas le centre du monde. Et c'est vrai que c'est important de savoir qu'on n'est pas le centre du monde, hein. On a tous rencontré des gens qui ont l'impression qu'ils sont le nombril du monde, et c'est saoulant. C'est pas drôle. Donc, c'est des gens qui ont des égos très, très forts. Donc, je comprends la notion de modestie. On veut pas être cette personne qui parle que d'elle. C'est pas drôle. Et en même temps, ça commence à poser problème quand, à force de vouloir être modeste, parce qu'on veut pas prendre trop de place et que ça risquerait de déranger et de faire de l'ombre à d'autres, et ben du coup, on reste sur le bas-côté. Du coup, on dit rien. Du coup, on reste derrière. Du coup, on reste dans l'ombre. Ou du coup, on joue petit. On avance un petit peu, mais on fait des petites choses et on n'ose pas vraiment y aller. On n'ose pas vraiment oser se montrer. D'accord? Donc, c'est là où je dis, à force de vouloir être modeste, on devient médiocre parce que tous ces talents, toutes ces forces, toute cette sagesse qu'on porte en nous, eh ben, on n'ose pas la rayonner pleinement. D'accord? On a une petite lampe qui est un tout petit peu allumée dans le coin de la pièce, alors qu'elle pourrait rayonner et illuminer tout le monde. Et donc moi, j'invite les personnes à remplacer, donc c'est mon jeu de mots, après il y a certaines personnes qui peuvent utiliser des définitions différentes, mais moi j'aime bien faire la bascule de la modestie à l'humilité. Et pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est ma définition de l'humilité. Je sais qu'on peut y trouver une autre définition, mais là où je fais une distinction entre la modestie et l'humilité. Donc la modestie, c'est oh là là, faudrait pas que je sois le centre du monde, faudrait pas que j'ai un ego trop fort, d'accord? Et l'humilité, c'est
Ben non, mais en fait, je vais oser briller, je vais oser prendre ma place, je vais pas m'empêcher d'aller de l'avant, de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire, d'être qui je veux être. Mais par contre, à aucun moment, je vais prétendre que ma brillance est meilleure que la tienne. À aucun moment, je vais prétendre que ma brillance, moi, quand je fais mon séminaire Wake Up et que j'ai 80 personnes, 100 personnes dans la salle et que je suis sur scène pendant 3 jours, je parle, j'affirme ma brillance, je me mets en avant, je fais mon travail, je vis ma mission de vie. Et en même temps, à aucun moment, quand je regarde les participantes, à aucun moment, je ne prétends que ma brillance est meilleure que la leur. La seule différence, c'est peut-être que les autres n'ont pas encore osé l'activer. Les autres n'ont peut-être pas encore osé l'activer, peut-être même que leur brillance est rouillée. Souvent, quand on n'utilise pas nos forces, quand on n'utilise pas nos talents, quand on s'est tellement préoccupé à être conforme et à utiliser que nos diplômes et ce qui est reconnu par la société et qu'on n'a pas utilisé nos forces et nos talents à l'intérieur de nous, ben peut-être que nos forces et nos talents sont un peu rouillés. On fait aussi souvent la grosse erreur de penser que oser être brillant, ça veut dire que quand on va faire quelque chose, ça va être parfait. Ça veut dire que voilà, ça va être nickel, il y aura pas de, il y aura pas de, il y aura pas d'erreur, il y aura pas de, on va pas bafouiller, on va pas se tromper, on va pas se planter. Et alors ça, c'est la plus grosse illusion qu'il faudrait absolument qu'on arrête sur le fait d'oser être brillant. Donc moi, je tiens à vous dire que quand j'ai écrit mon livre J'arrête de râler, j'ai envoyé mon premier manuscrit à Erol, et Erol m'a dit le livre est génial. Par contre, Erol m'a dit c'est bourré de fautes. C'est bourré de fautes. Il y avait plein d'anglicismes, il y avait plein de fautes de grammaire. Et c'est OK, en fait. C'était OK pour moi d'envoyer à mon éditeur un manuscrit bourré de fautes. Et figurez-vous, c'était aussi OK pour mon éditeur. Parce qu'en fait, ils ont mis quelqu'un dont c'est la brillance de corriger les fautes. Moi, c'était pas ma brillance. Moi, je suis très fière d'être un auteur de best-seller qui fait plein de fautes d'orthographe. D'accord? Et parce que c'est ça, être brillant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de fautes, par exemple. Moi, ma brillance, c'est de formuler mes idées, c'est de parler avec mon cœur, voilà, je suis d'ailleurs plus une conférencière qu'une auteure. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la plus grosse erreur qu'on pense, c'est que briller, ça veut dire que tout est parfait. Mon TEDx, vous pouvez aller sur YouTube, regarder mon TEDx, Christine Levicky TEDx, et vous verrez mon TEDx sur J'arrête de râler, dont je suis très très fière, qui a eu énormément de succès et qui a toujours énormément de succès. Mais quand j'ai commencé à travailler mon TEDx, quand j'ai commencé à faire mes petites répétitions, les premières répétitions que j'ai faites, je me souviens très très bien avec l'équipe de TEDx, la première répétition que j'ai faite, on a arrêté la répétition, j'ai eu envie d'aller aux toilettes pour vomir. Tellement ce que je venais de faire, c'était minable. J'avais juste envie, mais d'aller me cacher sous la couette et de manger du chocolat et que personne ne me parle. Donc, oser être brillant, ça veut dire oser commencer par quelque chose d'imparfait. Ça veut dire oser être imparfait. Mais ça veut dire le plus important, c'est que je donne tout ce que j'ai en moi. Et tout ce que j'ai en moi, c'est imparfait. Après, j'ai d'autres personnes qui vont m'aider. Il y a d'autres personnes qui vont m'aider à améliorer les choses, parce qu'effectivement, on ne va pas publier un manuscrit plein de fautes. D'accord? Donc, c'est J'entends ça bien aussi. cette invitation, je l'entends et je la ressens parce qu'il y a une vibration, Christine, qui est d'aller écouter ce qui résonne, ce qui Mhm. vibre là. Et t'es très douée pour les jeux de mots et les expressions et je sais que tu fais ce pendant entre ce qui résonne, c'est souvent pas ce qui est raisonnable. Mhm. Et on a souvent ce tiraillement, il y a cet élan, cette envie, ce désir qu'on arrive à s'y connecter. Ah, mais c'est pas raisonnable. Mhm. Donc, On se dit, comment composer, concilier et y aller et oser avec ça, avec cette tension-là? On se dit c'est n'importe quoi, j'y arriverai pas. Et puis voilà, j'y arriverai pas, c'est n'importe quoi, je vais être humiliée et je vais pas gagner d'argent. En général, c'est les trucs principaux qui nous viennent. Et donc la raison, parce que la raison, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? La raison, elle cherche à nous protéger. Donc la raison, elle va rationaliser, elle va mesurer, elle va calculer, et puis donc elle va se dire, oula, c'est risqué. Oula, c'est pas garanti. La raison, elle voudrait que ce soit garanti. Elle voudrait que ce soit Hmm. assuré. D'accord? Alors, un truc qui est très important quand on est entrepreneur, c'est que c'est vraiment une compétence qu'il faut qu'on accepte de déployer, c'est qu'on avance très, très souvent dans le brouillard. On avance très, très souvent sans avoir de garantie que ça va marcher. Hein. Quand on est dans une grande entreprise, qu'on a un CDI, qu'il y a un plan de carrière pour nous, alors on peut aussi faire des boulettes et potentiellement on peut faire des boulettes, mais surtout en France, on est quand même assez protégé. Si on fait des erreurs, voilà, on peut rectifier le tir.
Et puis, on est un peu sur une autoroute qui voilà, va nous faire évoluer dans notre carrière. Quand on est entrepreneur, on prend la voie de sortie de l'autoroute et on arrive un peu sur un terrain vague. D'accord? Et là, c'est à nous de tracer la route. C'est à nous de tracer notre voie. Et donc, on est souvent dans l'inconnu. J'utilise souvent l'image des phares qui éclairent à 100 mètres devant, hein. Quand on part, si on devait faire un trajet Paris-Lyon, ou je sais pas, ou Paris-Limoges, on va prendre plutôt un trajet où il y a peut-être un peu moins d'autoroutes, passer par les petites routes et tout ça, et qui fait nuit. Ben moi, quand je prends le trajet Paris-Limoges et qu'il fait nuit, je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner à gauche, quand est-ce que je vais tourner à droite, si je vais passer une voie ferrée, si je vais passer un pont. Je ne le sais pas à l'avance. Par contre, j'ai mes phares qui m'éclairent à 100 mètres et donc je vois, ah ben tiens, il y a une voie ferrée, ah ben tiens, il y a un pont, ah ben tiens, il y a un feu, je m'arrête. Et mes feux, ils éclairent devant moi et j'ai confiance qu'une fois que j'atteins la prochaine distance, je verrai les 100 mètres suivants. D'accord? Donc, je suis un peu dans le brouillard. Mais donc, si on fonctionne que avec notre raisonnable et que avec notre raison, eh ben en fait, ça va être très compliqué parce que notre raison, elle va complètement être en train de chercher à nous protéger, de paniquer, de mesurer, de calculer, de s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Or, en fait, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a un acte de foi. Il y a un acte de je vais de l'avant, je vais aller honorer ce que je sens, je vais aller écouter mes intuitions. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant, notamment quand on est entrepreneur, mais dans la vie en général, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, c'est vraiment quelque chose que j'invite les personnes à réaliser. C'est que c'est important d'apprendre à descendre de notre tête et à réaliser que sous nos épaules, il y a toute une sagesse intérieure, il y a toute une puissance, il y a toute une guidance, il y a un GPS. D'accord? Et moi, je vivais ma vie dans ma tête, hein. Je pensais que tout ce qui était important, c'est ce qui se passait là. Et que tout ce qui était en dessous, c'était un peu ce truc contraignant qu'il fallait garder en forme pour pas que ça tombe malade. Et puis surtout qu'il fallait garder en forme pour que je puisse être aimée. Parce que je suis une femme. Et en tant que femme, on a tellement d'injonctions, hein. Faut pas avoir de ventre, faut pas avoir de cellulite, faut pas avoir ci, faut pas avoir ça, faut être jeune. Donc j'avais toutes ces injonctions. Donc fallait surtout que ce truc-là reste conforme pour être aimée. Et puis ça, fallait surtout que je sois super intelligente et que je prenne des bonnes décisions pour réussir dans ma vie. Et donc, je passais ma vie à faire ce qui était raisonnable. Et j'ai réalisé que c'est épuisant de faire ce qui est raisonnable. Et puis surtout, quand on fait que ce qui est raisonnable, souvent, on n'avance pas bien vite. Parce que la raison, elle nous bloque énormément. La raison, elle nous ralentit énormément. Tandis que la résonance, qu'est-ce que c'est que la résonance? La résonance, c'est notre force de vie. La résonance, je parlais tout à l'heure de la créativité. La résonance, c'est cette part de nous qui a envie de grandir, c'est cet élan de vie. C'est notre chi, c'est notre énergie sexuelle qui a envie de créer. C'est ça la résonance. La résonance, c'est notre énergie sexuelle qui a envie de créer, c'est cette capacité d'avoir envie d'aller de l'avant, c'est la part de nous qui a de l'espoir, c'est la part de nous qui a des désirs. La résonance intérieure, c'est la part de nous qui a des désirs pour notre vie. Qu'est-ce que vous désirez pour votre vie? Quelle place vous voulez occuper? D'accord? Donc moi aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est vraiment à déjà créer des espaces dans ma vie où je peux connecter avec ma résonance. Parce que quand je passe ma vie derrière un ordinateur ou derrière un écran et que je cours toute la journée comme une poule à qui on a coupé la tête, à essayer de suivre à travers tout ce qu'on attend de moi. Moi, j'ai 3 enfants. Bon, maintenant, ils sont un peu plus grands, ça va mieux. Mais voilà, entre la maison, les enfants, le boulot, le chiffre d'affaires, les clients, toutes ces choses-là, l'école, c'est compliqué. Donc déjà, développer des modes de vie où on a le temps de connecter avec notre résonance intérieure, donc faire de la méditation. Donc en général, pour moi, les grands basiques pour connecter avec sa reconnaissance avec sa résonance intérieure, c'est le yoga, la danse, et spécialement la danse libre, d'accord? La marche en nature, ça c'est super aussi. Après, il y a le journaling, il y a des rituels de lune, il y a la méditation, il y a différentes choses qu'on peut faire qui sont des choses qui vont nous permettre de reconnecter avec notre résonance intérieure. Et moi, je me suis rendu compte que les meilleures idées que j'ai pu avoir dans mon business, ce sont des idées que j'ai eues sur la piste de danse. Mmh. Ou alors des idées que j'ai eues en faisant l'amour. Ou alors, Alors, pour celles qui sont célibataires, il y a encore la piste de danse. Pas de panique. oui, oui. Et puis il y a aussi, bon, après on va pas rentrer, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis coach de vie, et je suis coach en sexologie somatique Ah, parce que j'ai découvert que notre dimension sexuelle était vraiment une dimension créatrice. Et donc ça, c'est un autre sujet, on va pas en parler aujourd'hui. Mais il y a plein de moyens de connecter avec notre énergie sexuelle, même si on n'a pas de partenaire. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai appris à commencer tout ce que je fais aujourd'hui. Je pars de la résonance. Parfois, il y a une expression que je dis en anglais, c'est I am not going to move until I am moved. mmh. D'accord? Je ne vais pas bouger tant que je ne me sens pas appelée. C'est ça que ça veut dire. Et donc cet appel, c'est pas la raison.
Cet appel, c'est la résonance. Où est-ce que la vie m'attend? Qu'est-ce qui est en moi qui a envie de s'exprimer à travers moi? Quelle place suis-je appelée à occuper dans cette société? Alors, c'est pour ça que un autre point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est, et qui a été très déterminant pour moi, c'est le point de la mission de vie. Moi, j'accompagne toutes les personnes que j'accompagne. J'ai un séminaire Wake Up là, que je fais une fois par an et on travaille sur cette notion de mission de vie. Pourquoi la mission de vie? La mission de vie, c'est la réponse à cette question, c'est de se dire: «OK, et si j'étais née sur cette terre, au moment où je suis née, dans la famille où je suis née, avec le vécu que j'ai eu, que ce soit un vécu heureux ou un vécu malheureux. Et si j'étais née sur cette terre, avec des talents, avec des centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce que j'appelle un talent? Un talent, c'est ces choses que vous faites facilement. Et très, très souvent, surtout les femmes, mais tout le monde en général, on a tendance à prendre nos talents pour acquis. Hein. On reconnaît nos compétences. J'ai un diplôme de telle école et dans ce diplôme, j'ai appris à utiliser tel logiciel, je sais parler telle langue, j'ai reçu tel score à tel test de langue et tout ça. Donc ça, on le reconnaît, on reconnaît nos compétences, mais on ne reconnaît pas nos talents. D'accord? Nos talents, ce sont des choses qui sont juste innées. C'est ce que je suis naturellement. C'est ce pourquoi les gens me disent merci. D'accord? Donc moi, par exemple, en écoutant ça, en écoutant mes talents, j'ai réalisé que mon talent, c'est d'exprimer mes idées, c'est de parler en fait. Et que quand je parle, j'ai une manière de parler qui est convaincante, j'organise mes idées, je fais des jeux de mots, je lis les idées, je développe des méthodes, des process. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui marche. D'accord? Et ça, je m'en suis rendu compte, notamment parce qu'une fois aux États-Unis, il y a des mamans de l'école qui m'ont demandé à aller parler au directeur et aux directrices de l'école parce qu'il y avait une problématique entre les parents et les enfants. Et ils m'ont demandé à ce que ce soit moi qui prenne la parole devant le groupe, devant tout le monde, alors que je parlais un anglais à couper au couteau. Et je leur ai dit, mais pourquoi? C'est pas moi qui dois parler. Moi, je suis l'étrangère, je parle pas la langue. Et ils m'ont dit, non, mais c'est pas grave. Tu fais des fautes d'anglais, mais la manière dont tu parles est irrésistible, en fait, est convaincante. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que c'était mon talent. Bref, tout ça pour dire que et si vous êtes né sur cette terre avec des talents, avec des centres d'intérêt aussi, ça c'est important, les gens ne réalisent pas que ce qui vous intéresse, c'est pas un hasard. Si vous regardez les livres que vous lisez, regardez les podcasts que vous écoutez, souvenez-vous des cours que vous préfériez à l'école, souvenez-vous des cours que vous préfériez à l'université, souvenez-vous si vous deviez écouter un TEDx ou un documentaire, quels sont les documentaires qui vous passionnent, quelles sont les conversations, si vous entendez quelqu'un parler, c'est irrésistible pour vous, vous avez envie d'aller, ça c'est la conversation à laquelle vous aimez participer. Et de se dire, mais ça c'est pas pour rien. Si vous aimez ces choses-là, c'est que peut-être vous êtes destiné à porter ces sujets-là. Vous êtes destiné à les développer, vous êtes destiné à les transmettre, vous êtes destiné à les cultiver, vous avez un rôle à jouer pour pousser ces sujets dans l'évolution de notre société. D'accord? Moi, mon mari, les premières fois où je suis partie en randonnée avec mon mari, on était tout jeunes, on partait faire du backpacking au Portugal. On avait 20 ans, on est parti 3 semaines, on portait nos sacs à dos pendant 3 semaines. Il a emmené 2 livres de 600 pages de code informatique. D'accord? Bon, bah ça, c'est un mec, il est passionné par la technologie. Ça aurait été dommage qu'il devienne comptable, alors qu'à l'époque, on disait l'informatique, c'est bouché. Donc, de se dire, et la mission de vie, c'est de se dire, et si j'étais née sur cette terre avec des centres d'intérêt, avec des talents, avec des envies, et de se dire, et si c'était pas pour rien, et si ça voulait dire que j'ai un rôle à jouer pour influencer l'avenir de l'humanité. Et du coup, où est-ce que je décide de concentrer mes forces, mes talents, mes centres d'intérêt au service de quelle mission? Quelle est la cause à laquelle j'ai envie de contribuer? Et quel va être mon cap en fait. Donc ça, je trouve ça intéressant d'une mission de vie, c'est ça, c'est de prendre le temps de choisir une mission de vie, c'est prendre le temps de choisir un cap et de se dire, OK, c'est vers là que je vais. Et ça, c'est important, notamment pour les femmes qui nous écoutent, qui ont des profils atypiques, qui peut-être se reconnaissent dans l'idée de je fais du multitâche, je suis toujours en train de faire 10 trucs différents dans tous les sens, j'ai envie de faire ça, 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 j'ai envie de faire ça. Et donc, on a 10 000 projets en même temps. Et en même temps, ben, on peut se fatiguer à faire 10 000 projets en même temps parce qu'il n'y en a aucun qui avance vraiment. Et donc, parfois, c'est intéressant de choisir une mission, de choisir un cap et de se dire, ben, OK, il y a tous ces trucs que je peux faire, mais là, pendant les 5 prochaines années, je vais me concentrer à essayer d'avoir un impact sur telle problématique. J'aime bien ce que tu dis, Christine, de choisir. Parce Oui, que
il y en a tellement qui attendent d'avoir l'illumination de la mission Oui, et en attendant, on fait rien. voilà. Et Moi, je crois pas à ça. moi non plus. Donc, je suis heureuse qu'on en parle. Voilà. Je crois pas à ça. Enfin, alors après, l'illumination, ça fait résonance avec la résonance. Hmm. C'est-à-dire que l'illumination, c'est pas ça. C'est à un moment donné, je suis en train de danser, je suis en train de marcher en nature, ou je suis dans mon bain, ou moi, je remarque que très souvent, je le reconnecte avec ma résonance intérieure quand j'ai du plaisir dans mon corps, quand je suis juste bien. Parce que pour raisonner, pour que le corps résonne, bah, faut déjà être présent au corps, faut déjà être présent à soi. Et puis, bah, c'est vrai que ça aide. Le corps va plus facilement résonner si je suis au coin d'un feu. Moi, j'ai besoin d'avoir chaud en général pour que ça résonne. Et j'ai besoin que les énergies bougent, d'être dans le mouvement et tout ça. Et donc, au moment où il y a une résonance, et là, tout d'un coup, on sent, et ça peut être un frisson, ou ça peut être on sent qu'il y a quelque chose qui est d'une énergie un peu différente. Et là, en fait, ça suffit. Ça suffit de se dire, ben voilà, en fait, là, il y a quelque chose qui résonne. Et si j'osais y accorder de la valeur, et si j'osais croire que c'était ça c'est ce filon-là qu'il faut que je suive. Donc, c'est pas un coup de foudre qu'on reçoit. C'est pas un coup de C'est si foudre, la le mission de dire. vie. La mission de vie, c'est pas un coup de foudre, c'est des petits élans. La vie est très bienveillante envers nous. La vie ne nous impose rien. La vie nous envoie que des petits coups de, hé, regarde ça. Tu vois là comme tu te sens bien. Tu vois là comme ça te fait vibrer. Tu vois là comment ça t'appelle. Et après, le plus dur, la vraie leçon de vie, la vraie leçon de vie, c'est d'oser croire que ça a de la valeur. Et donc, c'est pour ça que le deuxième principe, donc dans J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, il y a quatre principes. Le premier, c'est j'ose être brillante. Donc, j'ose être brillante, c'est ce retour à soi et d'aller à l'écoute de qu'est-ce qui résonne en moi, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quelle est ma mission de vie. D'accord? Donc, ça, c'est voilà. Et puis après, le deuxième, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Et donc là, c'est ce moment où on se dit, OK, bah, ça résonne et je vais oser mettre ça dans mon cap. Je vais oser me dire, ben voilà, c'est vers ça que je vais et je vais oser poser des actions à la hauteur de mes ambitions. D'accord? Alors là, ce qui résonne pour moi le plus à ce moment-là, c'est que les femmes qui nous écoutent sont peut-être comme moi j'étais un peu avant. Euh, on est très occupés. D'accord? On est très occupé, on a plein de centres d'intérêt, il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Et puis parfois, peut-être qu'on a des enfants, qu'on a une maison, on a multiples responsabilités. Peut-être que certaines sont entrepreneurs mais ont encore leur job salarial. Peut-être que d'autres sont entrepreneurs et ont des enfants. Ou alors peut-être qu'elles sont entrepreneurs mais elles sont aussi bénévoles. Enfin, on a souvent beaucoup de casquettes, beaucoup de choses à faire. Et on peut se perdre là-dedans. Dans le sens où on peut, parce qu'on est débordé et que on est sollicité de tous les côtés, on peut être débordé dans notre vie, mais en fait, on n'avance pas. Donc, on est débordé, on court partout à faire, mais il y a rien qui avance. Et ça, c'est hyper frustrant, en fait. C'est hyper, on est un peu comme la roue le hamster dans la roue qui court, mais qui va nulle part. Et moi, je me souviens à un moment donné dans ma vie de femme entrepreneuse, j'ai eu cette réalisation où je me suis entendue me raconter un peu cette histoire dans ma tête, où je me disais, ah ben oui, mais c'est parce que moi j'ai les enfants, et donc c'est pour ça que mon business se développe pas, c'est pour ça que ça vivote, c'est pour ça que... euh, et mon mari, lui, il a de la chance parce que lui, il rentre, il met les pieds sous la table, lui, il peut travailler jusqu'à 19 heures, tout ça. Moi, il fallait que j'aille chercher mes enfants à 14 heures. Les États-Unis, les écoles finissent très tôt. Et à un moment donné, je me suis dit, mais là, Christine, tu es en train de t'inventer un alibi. Tu es en train de t'inventer un alibi pour ne pas oser voir grand, en fait, pour ne pas oser poser des actes à la hauteur de tes ambitions. Quelque part, ça t'arrange bien. Parce que avec cet alibi de je suis débordée de tous les côtés, je suis pas, ben, j'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai pas besoin de prendre des risques. Eh oui. Voilà, je prends pas de risques. Et puis, je justifie le fait que je gagne pas beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup pour les femmes, hein, je remarque énormément, je sais pas si c'est un syndrome, mais cette idée que notre revenu est complémentaire. D'accord? Si on est en couple, très souvent, on se dit, ah ben voilà, c'est mon mari ou le mari ou notre partenaire qui ramène beaucoup d'argent et nous, on ramène ce qui est complémentaire. Ça, c'est complètement une construction sociétale. D'accord? C'est complètement une construction sociétale dont il faut qu'on sorte. Euh, donc, le syndrome du revenu complémentaire, cet alibi de, voilà, parce que je suis débordée, ben, du coup, et du coup, je dis, on peut perdre beaucoup de temps à être débordé et ça peut être un alibi pour ne pas oser se dépasser.
Et moi, à un moment donné, j'ai tout inversé. Je me suis dit, OK, non, en fait, c'est parce que déjà, j'ai beaucoup de chance d'aller chercher mes enfants à l'école. Et en fait, à l'échelle de ma vie, euh, en fait, moi, je préfère ça que de bosser jusqu'à 19 heures. À Mm. l'échelle de mon épanouissement profond, de ce qui est important dans ma vie, je préfère ça que de bosser jusqu'à 19 heures. Si j'étais bénévole, je me dirais sûrement la même chose aussi. En fait, je trouve ça super de faire du bénévolat et ça m'épanouit. Donc, je vais pas prendre ça, je vais pas juste utiliser ça pour justifier, voilà. Mais au contraire, c'est parce que j'ai moins de temps et c'est parce que j'ai d'autres intérêts et d'autres responsabilités qu'il va falloir que je pose des actes à la hauteur de mes ambitions et qu'il va falloir que je pose des actes qui ramènent plus d'argent en moins de temps. Ah. D'accord? D'accord? Et c'est Comment, comme ça que je suis bien. comment on fait ça, Christine? Je suis sûre que là, tu as émoustillé beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mon mari dit tout le temps, mon mari disait tout le temps, pour gagner plus d'argent, il faut travailler plus. Et moi, je lui dis, ben non, mais en fait, c'est juste pas. Sacrée Ça va croyance. juste, moi, je lui dis, ça va juste pas être possible. C'est juste pas possible. Je n'ai pas cette option. Enfin, je n'ai pas. Oui, je pourrais faire garder mes enfants, mais en fait, à l'échelle de ma vie, je choisis de ne pas avoir cette option. Je refuse de me dire que pour gagner plus, il faut travailler plus. Donc, pour gagner plus, il faut travailler mieux. Et Mm. donc, pour travailler mieux, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui a le plus de valeur? C'est ça la question que je me pose. Déjà, c'est d'apprendre à reconnaître sa valeur, de se dire où est-ce que moi, Christine Vicky, j'ai le plus de valeur et je vais consacrer le maximum du temps où je travaille à faire des choses qui apportent le plus de valeur. Très rapidement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il nous faut une assistante pour déléguer plein de choses. Parce qu'il y a toutes ces choses qu'on va plus faire, hein, parce qu'on va se concentrer sur les choses qui ont plus de valeur. Mais il y a aussi le fait, dans notre activité professionnelle, de ne pas se mettre à lancer des projets ou à lancer des offres ou à lancer des choses qui sont des choses qu'on pourrait faire. On a déjà parlé de ça, hein. J'ai tellement peur de ne pas gagner d'argent que je vais faire ce que je peux faire ou ce que je crois que je devrais faire plutôt que de faire ce que je veux faire. Et quand je fais ce que je veux faire, je suis connectée à ma résonance. Et en général, ma résonance est connectée avec mon talent. D'accord? Si j'ai envie de faire ça, c'est parce que je sais que je suis équipée pour le faire. D'accord? Donc, je vais me concentrer à faire, à me centrer sur ma zone de brillance, sur mon sweet spot. Le sweet spot, c'est cet endroit où plus je suis moi, plus j'apporte de la valeur aux autres. Et Mm. je vais essayer de faire que ça. D'accord? Là, Et il y puis en a après, peut-être qui disent, excuse-moi Christine, qui se disent, je me mets dans la tête des femmes qui nous écoutent, qui se disent, OK, c'est génial, faire ce que j'aime, être dans ma résonance, mon sweet spot et tout, mais bon, quand on est entrepreneur, quand même, faut bien vendre et moi, j'aime pas vendre, faut bien faire le marketing et moi, j'aime pas le marketing. Euh, alors, faut Qu'est-ce bien que tu vendre. leur dis? C'est très difficile de vendre quelque chose qu'on n'a pas envie qui n'est pas ce qu'on a envie de vendre. Moi, souvent, je me pose la question quand je crée une offre, si je crée une retraite ou si je crée un programme. Quand je crée mes programmes, je me dis, faut que quand je regarde le programme, je me dise, mais ça va être génial. Il faut absolument que les femmes viennent. C'est ça, en fait. Je me dis, je crée Mm. quelque chose où je donne le meilleur de ce que j'ai à leur donner. Et du coup, je suis hyper alignée avec ce que je donne. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de le vendre. Et c'est beaucoup plus facile de faire une vidéo sur Instagram ou de faire un reel ou de faire une page de vente quand nous, on est hyper convaincus que ce qu'on est en train d'apporter au monde a de la valeur. Et on en revient avec notre syndrome de l'imposteur, où, mm, et je parle beaucoup à mes clientes d'être en amour torride de leur offre, en fait, Oui. d'être dans cette relation éperdument amoureuse. Et pour autant, il y a le moment de la vente où il s'agit d'aller vers l'autre, d'essuyer le rejet, les non, euh, les critiques, ah, c'est trop cher, etc. Donc, j'ai le sentiment que même cet amour irrésistible pour ton offre, il y a encore autre chose derrière pour aider celles voilà, qui sont encore dans ce frein de, notamment la vente. Le marketing, c'est encore une autre étape, mais la vente, c'est le rejet et c'est quand même une des peurs ultimes. Hmm. Je pense que la grosse erreur qu'on fait avec la vente, c'est qu'on pense qu'on vient vers l'autre pour prendre son argent. Et en fait, on ne vient absolument pas vers l'autre pour prendre son argent. On vient vers l'autre pour lui proposer une solution à son problème. Donc déjà, on va pas aller parler aux gens qui n'ont pas le problème. Déjà, ça sert à rien que je propose mon programme à des gens que j'ai identifiés qui n'ont pas le problème que je résous avec mon programme. Donc déjà, arrêtez de parler aux gens qui n'ont pas besoin de vous. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de vous. Plein de gens qui n'ont pas besoin de vous. Et c'est OK. C'est OK. D'accord? Par contre,
posez-vous la question, où sont les gens qui ont besoin de moi? Ou comment est-ce que je peux faire venir les gens qui ont besoin de moi à moi? Où est-ce que je peux me retrouver en face des gens qui ont le problème que je résous avec mon programme? Et après, quand je vais vers les gens, bah voilà, de se dire, j'ai une solution à ton problème. Et puis la vente, c'est beaucoup plus de l'écoute. On est beaucoup plus en train d'écouter la personne que d'essayer, nous, de dire ce qu'on a à dire. Et du coup, on va se faire rejeter. Quand vous écoutez la personne, elle ne vous rejette pas, hein. Soit ils vous disent merci, maintenant j'ai vraiment compris que j'avais un problème. Mais par contre, on est bien tombé d'accord que ce que tu proposes, c'est pas ce qui va résoudre mon problème. Mais maintenant, je le sais, c'est clair. D'accord? Donc, tu m'as aidé à voir quel était mon problème et on a clairement identifié que c'était pas ton programme qui allait le résoudre. Mais maintenant, merci, je vois de quoi, quel est mon problème. Ou alors, merci, j'ai vu que j'avais un problème et merci, tu vas m'aider. Et donc voilà, la vente, c'est beaucoup plus de l'écoute on n'est pas là pour prendre quelque chose aux gens. On est là pour leur offrir quelque chose. Hmm. Si on revient sur poser des actes à la hauteur de ses ambitions, qui est le deuxième principe de ton livre, il y a le mot ambition. Et ce mot Mhm. ambition, il est souvent mal compris aussi. Il y a souvent une perception de l'ambition dans une énergie très masculine, écrasante, oppressante, etc. Et moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision de c'est quoi l'ambition et comment une femme peut s'approprier ce mot-là et justement aller dans cette orientation, direction-là? C'est quoi l'ambition? Moi, j'ai envie de dire, l'ambition, ça commence par l'amour de soi. C'est-à-dire que pour être ambitieuse, c'est compliqué d'être ambitieuse quand on s'aime pas. D'accord? Parce que l'ambition, on utilise souvent l'image, enfin, j'ai pas l'image qui me vient pour l'ambition, c'est un peu l'image d'une fusée qui décolle, de quelqu'un qui s'élève. Et donc, bah, faut être connecté à son moteur intérieur, il faut être connecté à sa flamme intérieure, il faut être connecté à ses envies. Dans l'ambition, il y a vraiment une énergie de mouvement, Mm. euh, d'élévation, d'aller de l'avant. D'accord? Et donc, euh, prendre le temps de reconnecter avec l'amour de soi, pour moi, c'est la base de l'ambition. Alors, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes Ouais. d'être dans l'amour de soi. Et j'ai découvert ces dernières années, et c'est pour ça que je suis devenue aussi coach en sexologie somatique, c'est que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de très puissant et une connexion que j'identifie entre l'amour de soi et le plaisir. Mm. Et donc, moi, ce qui m'aide beaucoup à apprendre à m'aimer, c'est d'apprendre à me donner du plaisir. Alors, le plaisir, ça peut être juste, bah, ce soir, je vais aller marcher en nature toute seule au coucher du soleil et je vais chanter un mantra en haut de la colline alors que je vois le soleil se couche. Et là, ça va juste être trop bon, quoi. Ça va me faire vraiment plaisir. D'accord? Et je vais prendre le temps de dire à ma famille, ben, vous vous débrouillez pour le dîner. Moi, je monte en haut de ma colline ce soir et je me mets en premier. J'arrête de me sacrifier. Je me mets en premier et je vais faire ça. Ben, je peux vous assurer que si vous allez en haut de la colline voir le coucher de soleil et que vous êtes seul et que vous chantez votre mantra, eh ben, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, vous allez sentir l'amour de soi. Vous Mm. allez vous sentir en amour de vous-même. Vous allez connecter avec l'amour de soi à ce moment-là. Ça peut être de faire des étirements avant de se coucher, à la bougie, de faire un peu de yoga yin et de s'accorder du plaisir juste, mais pas en train. Beaucoup de femmes, quand on rentre en relation avec notre corps, c'est pour se maltraiter. D'accord? Faut que je fasse des abdos, faut que je brûle des Mm. calories, faut que je fasse toutes ces choses-là. Et donc, c'est compliqué, en fait. Et moi, j'invite vraiment les femmes à caressez-vous, touchez-vous. Moi, j'ai remarqué que j'adorais me caresser le creux du bras. Et ça me fait plaisir. Et c'est des trucs tout bêtes, mais quand je fais ça, quand je m'accorde des temps comme ça pour danser, pour me faire plaisir, pour faire ce qui me fait plaisir, mais plaisir dans le corps, plaisir dans mes cellules, plaisir dans mon existence. Je fais pas juste ce qui me fait plaisir ou je vais papoter avec mes copines. Je fais ce qui me fait plaisir à moi et notamment à mon enveloppe corporelle. Mm. D'accord? Et là, en faisant ça, je connecte à l'amour de moi. Et là, on commence à connecter à notre résonance intérieure. On commence à connecter dans ces moments-là où vous êtes en train de chanter le mantra en haut de la colline ou en train de vous caresser le creux du bras ou en train de prendre un bon bain à la bougie avec les huiles essentielles. Là, une fois que vous êtes bien, vous pouvez vous poser la question, mais de quoi tu as envie, ma chérie? De quoi tu as envie, ma chérie? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait du bien?
Qu'est-ce qui te ferait kiffer? D'accord? Donc pour moi, l'ambition, ça part de là. Si l'ambition, elle est menée par autre chose, elle peut devenir l'ambition qui nous fait peur. Hein, on connaît des gens qui sont ambitieux et qui ont les dents longues, Voilà, qui c'est savent la pas vision qu'on a. s'arrêter, voilà, qui savent pas s'arrêter, qui abusent. Et donc, du coup, cette ambition-là, oui, c'est pas celle-là qu'on veut. Mais ça, c'est une ambition qui est menée par l'extérieur, qui est menée de il faut que j'ai le titre, il faut que j'ai le compte bancaire, il faut que j'ai la voiture, il faut que j'ai toutes ces reconnaissances extérieures. Alors qu'en fait, là, moi, je pars d'une ambition qui est animée par l'amour intérieur. Et donc, qu'est-ce que c'est l'ambition? C'est connecter avec ses désirs profonds et oser croire qu'ils ont de la valeur. On en revient toujours à cette notion de valeur. Voilà. Oser croire, encore une fois, je l'ai déjà dit, le monde va mal parce que les envies des femmes ne sont pas suffisamment en vie. Le monde va mal parce que les femmes n'ont pas assez d'ambition. Et parce qu'elles osent croire que leurs ambitions, les leurs, pas les ambitions que la société patriarcale leur a mis dans la tête. Hein, aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs, de business coach qui disent, je vais vous aider à avoir un six-figure business, seven-figure business. Mais on s'en fout de ça. Alors moi, j'ai un six-figure business, je suis très heureuse de l'avoir et j'ai bien l'intention d'avoir un seven-figure business, mais c'est pas ça qui me motive. C'est pas ça mon moteur de la fusée. Le moteur de la fusée, il est que je sais que dans la vie, je peux avoir tout ce que je veux vraiment. Et que quand j'avance vers ce que je veux vraiment, tout le monde va mieux autour de moi. Hmm. Parce que mes désirs sont bons. Ce que je veux pour ma vie est bon pour les autres autour de moi. Et ça, franchement, les femmes, on le sait ça. On le sait ça de nous. Que ce qu'on veut, c'est bon pour les autres autour de nous. Mais même quand on veut quelque chose qui est que pour nous, quand je vais à la danse, que pour moi, et que je reviens chez moi, c'est bon pour mon mari, c'est bon pour mes enfants. Mais au moment où je danse, c'est que pour moi. Ouais. Quand nous, on va bien, tout le monde va bien. Donc c'est ça pour moi l'ambition. C'est d'oser croire que ce qu'on veut est bon et d'oser y aller. Et d'avoir des rêves, d'avoir des envies. Et d'oser. Donc le troisième principe de j'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Et Hmm. donc là, ça veut dire d'oser dire, d'oser formuler, d'oser nommer. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux et est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux oser dire aux autres ce que je veux? D'accord? Par exemple, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai identifié que ce que je voulais pour ma vie, un de mes prochains désirs profonds, un de mes prochains kiffs, c'est de me construire une vie où j'ai 3 paires de chaussures. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais ça vibre à fond pour moi. Je veux me construire une vie où j'ai 3 paires de chaussures. Chez moi, là, aujourd'hui, j'en ai au moins 30 des paires de chaussures, d'accord? Je voudrais une vie où j'en ai 3 paires. En gros, c'est une vie où je vis nu-pied. Et j'ai une paire de tongs pour quand il y a un petit peu trop de cailloux pour passer entre la piscine et la maison ou j'en sais rien, d'accord? Voilà. Après, j'ai une paire de chaussures de randonnée parce que j'ai envie d'aller faire de randonnée. Et après, j'ai des bottes fourrées parce que parfois le soir, il fait un peu froid, il faut avoir chaud aux pieds. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux une vie connectée à la nature. Je veux une vie où je suis voilà, en harmonie complète avec la nature et du coup, j'ai besoin que de 3 paires de chaussures. Et d'oser croire que j'ai le droit de rêver de ça et que j'ai le droit que ça a de la valeur et que oui, c'est mon désir, mais qu'en fait, ça ira à tout le monde si je fais ça. Hmm. C'est vraiment une question d'autorisation, Mhm. de permission, et derrière aussi d'assumer la responsabilité de le dire et de le faire. Là, Alors, c'est il y a aussi, vraiment. voilà, il y a aussi une histoire de reconnecter notre cerveau. D'accord? Quand je parle de d'oser parler de ses désirs, d'oser déclarer nos envies, d'oser croire que ce qu'on veut est bon pour le monde et d'oser en parler, d'oser le dire dans nos mots, en fait, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai réalisé que ce que je disais beaucoup, ce dont je parlais, c'était que je râlais. D'accord? Je râlais beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit J'arrête de râler. C'est que j'ai réalisé que j'avais développé une capacité à allumer le radar de toutes les fois où la réalité colle pas avec mes attentes. D'accord? Je dis dans la vie, tout ce qui nous fait souffrir, c'est entre deux lignes. Il y a la réalité et il y a mes attentes. Je voudrais que la maison soit rangée, c'est en bazar. Je voudrais que mon compte bancaire soit plus rempli et il est presque vide. Je voudrais que mon mari me dise des mots d'amour et il est sur son téléphone. Je voudrais, voilà. Donc il y a des écarts entre la réalité et les attentes. Et là, je râle. Au milieu, c'est là où on souffre et c'est là où on râle. Et moi, j'avais un radar qui était allumé, qui était hyper aiguisé pour capter toutes les choses qui se passent entre ces deux lignes et pour râler. Et donc ça, mes conversations étaient beaucoup occupées
le matin avant que les enfants partent à l'école, le soir quand ils rentraient de l'école. Une grande partie de ce dont on parlait, c'était soit de la logistique, soit des râleries. Et déjà, ça prend beaucoup de place et ça nous fatigue parce que quand on est constamment en train de capter toutes les fois où la réalité colle pas à nos attentes, on finit par douter de nous-mêmes, on finit par douter de la vie, on finit par douter des autres. Enfin, on développe on perd beaucoup d'énergie et on déconnecte des possibles de la vie. D'accord? Moi, quand j'ai arrêté de râler, ça veut dire que le matin, j'ai appris à me lever et à me dire, Christine, ma chérie, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et je savais qu'il y allait avoir des aléas, des choses qui n'allaient pas se passer comme je voulais. Mais je me disais, Christine, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu seras victime de rien ni de personne. D'accord? Et là, tout devient possible. Et là, tout d'un coup, il y a de la place pour parler de nos envies, pour parler de nos désirs, pour parler de nos rêves, pour parler d'autres choses. Mais il faut d'abord faire cette reconnexion. Et c'est vrai qu'il y a aussi toute une histoire de rentrer en lien avec la société où aujourd'hui on a cette espèce d'accord social où on va être solidaire dans notre misère, où on fait des festins de râlerie autour de la machine à café, dans le métro, nanana. Donc on a cette espèce de contrat social d'être solidaire dans notre misère. Ouais. Et donc là, du coup, nous, ça veut dire qu'on fait un choix d'aller dans une autre dimension. Moi, j'ai souvent l'impression que je vis dans une autre dimension. Maintenant, ce qui est super, c'est qu'avec les années, on est de plus en plus nombreux dans cette autre Ouais. dimension. D'accord? Avant, il y a quelques années, on était un peu seuls. Moi, je suis coach depuis 20 ans. Mais là, maintenant, on est de plus en plus nombreux dans cette autre dimension à avoir envie d'avoir d'autres conversations. On a envie de parler d'autres choses. On a envie de parler des possibles. On a envie de parler des solutions. On a envie de parler de nos rêves. On a envie de parler de ce qui résonne. On a envie de parler de ce qu'on apprend. On a envie de parler de ce qui nous aide. On a envie de parler de ce qui nous permet d'avancer. On a envie de célébrer ce qu'on a. On a envie de... Voilà. Donc c'est ça. Mes mots créent ma réalité. Ça veut dire d'être vigilant et de se dire, si je veux changer ma vie, la première chose que je peux faire, c'est que je peux changer les mots qui sortent de ma bouche. Ça, c'est gratuit. Ça coûte rien. D'accord? On peut tous le faire. Par contre, c'est pas si simple que ça. Parce que le fait est, c'est qu'on a énormément de connexions neuronales dans notre cerveau qui font que dès qu'il y a un irritant, boum, on se met en mode victime. On n'en fait pas exprès, en fait. C'est pas qu'on manque de bonne volonté, c'est qu'on est wired that way. On a notre cerveau qui est câblé. C'est pour ça que le challenge J'arrête de râler, on fait 21 jours, on met un bracelet au poignet. L'objectif, c'est de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même poignet. À chaque fois qu'on râle, on change le bracelet de côté et on remet les compteurs à zéro. L'objectif est de faire 4 mois du même côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va recabler notre cerveau, en fait. Parce que pour y arriver, on va devoir arrêter, on va devoir rattraper notre cerveau alors qu'il est sur le point de partir en quart de tour. On va devoir lui dire stop, stop. La voie de la râlerie est fermée, l'autoroute de la râlerie est fermée. Veuillez trouver un autre chemin pour gérer ce qui se passe là. Le Hmm. lait renversé au petit déjeuner, les bouchons sur la route, le mail qui nous saoule, la décision qui va nous coûter de l'argent. D'accord? Ok, donc râler n'est plus une option. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais Parce que le truc est toujours là. L'irritant est toujours là. Qu'est-ce que j'en fais à partir de maintenant si râler ne fait plus partie de mes options? Si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez sur mon site j'arrête-de-râler.com. Il y a plein de ressources dessus et il y a notamment un petit kit de démarrage que vous pouvez télécharger avec toutes les règles du challenge et notamment avec des conseils sur comment arrêter de râler au boulot, comment arrêter de râler sur vos enfants. Voilà, tout ça, c'est tout un sujet qui est passionnant. Mais c'est important de réaliser que Hmm. mes mots créent ma réalité et que ce sur quoi, ça on le dit beaucoup dans le développement personnel, ce sur quoi vous mettez votre attention va se développer. Ouais. Et donc, est-ce que vous captez tout ce qu'il y a entre ces deux lignes ou est-ce que vous voulez capter vos ressources, votre mission, votre résonance, les possibles? Mais pour ça, il faut éteindre un peu ce radar des râleries et il faut apprendre à allumer l'autre. Et on va approcher de la fin. Déjà, Oui, Christine, ça passe tellement oui, vite et on pourrait prolonger pendant des heures. oui. Je voudrais te poser, pour clôturer, une question que je pose à tous les intervenants en clôture de leur conférence. On parle là à des femmes, des entrepreneurs essentiellement, qui se sentent hors des normes. Et pour beaucoup, recevoir ça, vivre ça, ressentir ça, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est compliqué, c'est voire un handicap. Et pour certaines caractéristiques, c'est un label handicap. J'en sais quelque chose. Et est-ce que tu peux nous dire deux, trois, quatre raisons pour lesquelles, selon toi, être une de ces femmes, une de ces entrepreneurs, entrepreneuses hors des normes, en réalité, c'est un trésor, c'est une chance, c'est un don, c'est une magie.
J'ai envie qu'on laisse toutes les femmes avec autant, tu vois, de portes ouvertes pour leur montrer à quel point, mais elles sont chanceuses en fait. Hmm. Moi, je trouve qu'en général, les personnes atypiques comme ça sont des personnes passionnantes. Parce que c'est souvent des personnes très curieuses, et qui ont en fait énormément de vie en elles. Il y a énormément j'appelle ça souvent les pépites ou les bulles de champagne qui remontent à la surface. C'est comme une coupe de champagne avec plein de pépites qui remontent, plein de bulles qui remontent et ça pétille et il y a plein d'envie et il y a plein de désirs et il y a plein d'intérêts et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Et donc, il y a toute cette richesse et toute cette envie et toute cette force de vie qui a envie de sortir et d'être exprimée. Alors, je comprends que ça peut être frustrant quand ça reste enfermé et qu'on met le couvercle dessus. C'est ça qui est douloureux. Ce qui est douloureux, c'est de mettre le couvercle dessus. Mais par contre, ces bulles et cette vitalité que vous avez en vous, elle est extraordinaire. Et donc, l'invitation, c'est d'apprendre à la canaliser. C'est pour ça que je pense que choisir une mission de vie, par exemple, ça peut vraiment être un moyen excellent de canaliser toute cette énergie pour avoir un focus. On n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais d'apprendre à développer des habitudes et de développer des réflexes ou d'avoir des ressources pour apprendre à canaliser toute cette énergie. Mm. Donc, ça peut être d'écouter de la musique qui nous apaise, ça peut être de définir 3 tâches avant de commencer, ça peut être la technique du Pomodoro que vous pourrez googler et voir comment ça marche pour apprendre à gérer votre temps sans vous disperser. Mais il y a vraiment une opportunité à canaliser tout ça. Mais par contre, de savoir que toutes ces bulles qui remontent à la surface de votre coupe de champagne, bah, elles sont géniales. Moi, j'adore le champagne et j'adore quand il a plein de bonnes petites bulles qui pétillent. Et c'est bien meilleur que de l'eau plate. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont pas connectées à tout ça et qui sont pas connectés à leurs envies, à leurs désirs. Donc, allez-y, canalisez tout ça, osez croire en vous, et puis surtout, 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 osez être imparfaite. Parce que ça, c'est la plus grosse erreur, c'est cette quête de perfection, c'est la plus grosse illusion de notre société. Osez être imparfaite et prenez soin de votre source. Prenez soin de vos ressources intérieures, connectez avec votre flamme intérieure, allez en haut de la colline, chantez votre mantra au coucher du soleil, marchez en nature, dansez, entourez-vous des bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de personnes, 4, 5, 6 personnes, ça peut être un programme de coaching, ça peut être des séminaires auxquels vous allez, mais entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Restez pas seul. Voilà. Merci. Merci, merci. Merci infiniment, Christine. C'était palpitant, c'était pétillant, comme toutes les femmes qui nous écoutent. Extrêmement riche. Je suis ravie que tu nous aies offert cette conférence. Tous les liens vers tes réseaux, ton site, tout sont sur le site, sous la vidéo. Les personnes pourront aller te retrouver. Et merci infiniment. Merci beaucoup, Anne-Valérie.